Eh bien, je suis avec Stéphane Padic. Bonjour Stéphane, vous êtes Solution Engineering Manager chez VMware et nous nous sommes vus la dernière fois, c'était dans le monde réel, en février, Tout à à fait. IT for Business. Voilà, vous aviez fait une Voilà. superbe présentation sur Zero Trust. Mm. Et eh bien, aujourd'hui, nous allons justement revenir sur cette présentation puisque nous allons bientôt retourner dans le monde réel Bien et sûr. évoquer ces sujets de sécurité et de protection, et voire même de prévention dans le domaine du digital workplace. Alors, la première chose qui m'avait frappé dans votre présentation, c'était vous aviez ouvert la discussion en disant la personne qui s'inquiète le plus de la digital workplace est le responsable de la sécurité. Pourquoi ça? Alors c'est une bonne question. En fait, pourquoi? Tout simplement parce que la mise en œuvre du digital workspace, ça correspond avant tout à l'ouverture des services IT aux utilisateurs, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, quel que soit le type de terminal qu'ils vont utiliser. Et bon, on l'a bien vu au cours des derniers mois, c'est quelque chose d'extrêmement important. Le challenge numéro un quand on fait ça, c'est que finalement, on va avoir cette sensation de perdre le contrôle de cet accès aux applications, perdre le contrôle des terminaux utilisés par nos chers utilisateurs. Et donc forcément se pose énormément de questions en termes de sécurité. Euh, la bonne nouvelle, c'est que finalement, les solutions de digital workspace que l'on peut trouver aujourd'hui sur le marché, dont Workspace ONE, sont conçues, bien entendu, à la fois pour permettre l'ouverture aux utilisateurs, donc il y a un focus extrêmement fort en termes de valeur pour l'utilisateur, mais également de permettre des choses qui jusqu'à présent étaient parfois compliquées, et donc d'assurer la sécurité des accès aux applications et globalement à tout le patrimoine digital de l'entreprise. Donc oui, c'est souvent une personne qui s'inquiète. La personne de la sécurité va toujours avoir un regard particulier par rapport à ce genre de choses. Mais quelque part, j'irais même plus loin. La sécurité aujourd'hui et les dernières informations qu'on a pu avoir le démontrent, c'est quelque part l'affaire de tous. Aujourd'hui, déployer une nouvelle application, mettre en place un nouveau service, doit se faire en ayant à l'esprit l'aspect sécurité. C'est quelque chose qui doit être, selon nous, selon VMware, totalement intrinsèque, aussi bien par rapport aux plateformes qui sont mises en œuvre, aux applications qui sont développées, à l'endroit où on va faire tourner ces applications, qu'on soit dans le data center, qu'on soit sur le cloud. C'est vraiment une prise de conscience globale que l'on doit voir. Et je pense qu'aujourd'hui, on voit cette prise de conscience arriver. Tout à fait. Ouais, et dans le monde dans lequel on vit et qui risque malheureusement de se poursuivre encore quelques mois, pour ne pas dire années, on risque effectivement pas mal de travailler un peu de n'importe où, hein, puisque c'est un peu le sujet. Et donc, il va falloir Oui, alors protéger cette digital workplace. on peut le voir comme une mauvaise nouvelle, on peut aussi le voir comme une bonne nouvelle. Mhm. Euh, euh, Quelque part, ce qui vient de se passer, ce qui se passe encore, la situation actuelle, a tout de même eu un certain nombre d'aspects positifs. Mhm. Euh, Ça nous a permis, ça nous a forcé quelque part à valider une certaine façon de travailler. Alors, pas complètement, hein, on a tous bien conscience quand même des limites du modèle dans lequel on s'est tous retrouvés au cours des derniers mois, mais en revanche, ça a aussi ouvert un certain champ des possibles. Ça a montré à de très grandes entreprises que oui, il est tout à fait possible de travailler avec alors ce qu'on appelle aux États-Unis la distributed workforce, c'est-à-dire d'avoir effectivement des employés qui soient beaucoup plus distribués géographiquement. Et donc quelque part, moi, j'en tire plutôt une bonne nouvelle par rapport à ça. Je vois un futur effectivement qui sera différent. On ne travaillera plus demain comme on travaillait avant cette crise. Donc ce sont plutôt des opportunités aussi pour nos clients de travailler différemment et quelque part d'aller rechercher les meilleurs talents, la meilleure performance en ayant plus de flexibilité par rapport au rapport au travail que peuvent avoir les employés. Alors, ben, c'est une bonne nouvelle, mais dans cette bonne nouvelle, il y a quand même des menaces. Et Et ces oui. menaces, de quel type sont-elles? Alors, si on se met sur le focus du digital workspace, les menaces auxquelles on doit faire face sont directement inhérentes à ce que l'on va créer
comme choix des possibles. Je vais donner deux exemples. Le premier exemple, les applications. Les applications ne vont pas forcément tout être dans notre data center. Nos applications, elles vont être de plus en plus dans le SaaS, et c'est une bonne chose. En revanche, bien ça signifie que la façon dont on les protégeait jusqu'à présent, sur une approche très périmétrique, n'est plus vraiment la meilleure façon de faire. Il n'est plus possible de cadenasser une application SaaS comme on pouvait le faire quand elle était dans notre data center. Donc effectivement, il y a une approche particulière à mettre en œuvre pour faire face à ces menaces. Ensuite, il y a également la problématique liée à l'utilisateur lui-même. Comme on l'a vu, l'utilisateur lui-même n'est plus dans le périmètre de l'entreprise, donc l'utilisateur et son terminal sont externes. Et puis on peut aller un peu plus loin. On va avoir de plus en plus de besoin de bring your own device, dire que non seulement l'utilisateur sera à l'extérieur du réseau, mais en plus de ça, il va utiliser un terminal qui potentiellement ne sera pas sous le contrôle de l'entreprise. Donc là aussi, il faut absolument que la mise en place du Digital Workspace permette d'adresser ce type de solutions et de menaces. Donc globalement, effectivement, on a forcément une surface d'attaque qui semble plus importante. À nous d'apporter les bons paradigmes, les bons concepts qui vont permettre d'adresser ce type d'attaque. Et voilà une excellente transition pour nous amener justement vers votre concept qui s'appelle Zero Trust. C'est-à-dire, en gros, vous faites plus confiance à l'informaticien, quoi, c'est ça? Quelque part, oui, c'est pas faux. Alors, déjà, je veux juste corriger quelque chose, je veux rendre à César ce qui lui appartient. Zero Trust est vraiment un concept qui est partagé par l'intégralité de l'industrie. Ce n'est pas quelque chose que VMware a forcément inventé, mais en tout cas, c'est un concept que nous souhaitons pousser. Le Zero Trust, comme son nom l'indique, c'est quelque part un concept dans lequel on ne peut plus se permettre de faire confiance. Et pour le comprendre, il suffit de voir finalement la façon dont un utilisateur va venir consommer un service IT, une application, comme une chaîne. Et finalement, la chaîne, elle est constituée d'un certain nombre de maillons. L'utilisateur, son device, le réseau par lequel il va transiter, l'application elle-même, l'ensemble des composants qui vont être sur cette chaîne, donc de maillons. Et on va faire en sorte que les maillons ne se fassent pas confiance a priori. C'est vraiment là la grande différence entre un accès et une protection périmétrique où finalement, ce qui est à l'extérieur du périmètre est une menace, ce qui est à l'intérieur, on lui fait confiance. Là, on va partir du principe qu'il n'y a plus de périmètre. Donc chacun des éléments ne peut pas faire une confiance a priori avec les éléments qui sont autour de lui. Et c'est là tout le concept du Zero Trust, c'est finalement d'apporter l'ensemble de ces mécanismes qui vont permettre d'assurer que chacune des connexions, que chacun des usages se fait dans une situation qui est conforme à notre politique de sécurité. Donc d'une certaine manière, c'est plus le poste de travail qui se protège du réseau, c'est le réseau qui se protège des postes de travail, quoi. Exactement. Et vice-versa, c'est aussi le poste de travail qui doit se protéger du réseau parce que a priori, on ne peut pas faire confiance à ce réseau-là. Mais est-ce que cette nouvelle approche, finalement, veut dire que le traditionnel attirail de la sécurité du poste de travail avec son antivirus, parfois assez lourd d'ailleurs, et toutes ces protections d'adware et tout ce qu'on veut, est-ce que tout ça, ça va continuer à perdurer ou finalement ça a moins d'intérêt? Alors, sur le fond, oui, ça va commencer à perdurer, même si aujourd'hui on voit arriver sur le marché des technologies dites, par exemple, un peu antivirus, des next-gen antivirus, qui ont une façon de faire un peu différente et particulièrement intéressante pour protéger les postes de travail. Ces fonctions, bien entendu, qu'on va avoir besoin d'elles. Par contre, la grande différence, et c'est là tout l'intérêt du Zero Trust, c'est d'être capable d'obtenir de la part de l'ensemble de ces composants de sécurité la bonne information au moment où on en a besoin. Si je reprends l'exemple d'un accès à une application, très régulièrement, et c'est souvent la première chose que nous demandent nos clients, c'est d'établir le niveau de conformité du terminal de l'utilisateur au moment où l'utilisateur va venir accéder à une ressource. Et bien, dans ce niveau de conformité, on va forcément assesser le niveau de sécurité de ce terminal. Et ça, c'est une information que l'on est capable d'avoir par rapport au système de gestion du terminal, mais également par rapport aux informations qui vont nous être transmises par les systèmes de sécurité qui sont à bord de ce terminal. Donc on a vraiment une collaboration
qui est mise en œuvre entre l'ensemble de ces composants pour créer en fait ce domaine de confiance et définir si oui ou non l'utilisateur est dans la bonne posture pour accéder à cette application. Alors, ce qui est intéressant aussi dans ce schéma Zero Trust, c'est que on vous décrivez ce parcours de l'utilisateur hein, depuis son poste de travail jusqu'à l'automatisation. Mais en fait, c'est pas forcément linéaire. Ça suit pas forcément ce Non, schéma-là. absolument. La mise en œuvre de ce type d'approche ne se fait pas. Enfin, il est tout à fait possible de la mettre du jour au lendemain, de tout mettre en place. Après, il y a un existant, il y a des choses à transformer, il y a un certain travail à faire en termes notamment d'analyse sur la façon dont les choses doivent fonctionner. Donc, bien entendu, on peut avoir une approche graduelle. Pour moi, la première étape de cette approche, on en a beaucoup parlé jusqu'à présent, c'est déjà de se rassurer quant à la conformité du terminal qui va être utilisé. Et ça, c'est quelque chose qui est relativement simple à mettre en œuvre au travers des systèmes de management des terminaux. Hein, on parle de MDM, mais on parle aussi de Modern Management sur les plateformes Windows. On a également énormément de travaux qui ont été faits par Apple sur les plateformes macOS. Donc un travail très intéressant qui était fait par la plupart des fournisseurs de plateformes sur lesquels on peut vraiment se baser pour mettre en place ce maintien et de la configuration et de la conformité du terminal. Ça, c'est pour moi le premier niveau. Ensuite, on va pouvoir travailler sur la mise en place de ce qu'on appelle des accès conditionnels, c'est-à-dire qu'en fonction de la criticité des applications, des données qu'elles font transiter, définir le bon niveau de sécurité, ou en tout cas le niveau de sécurité minimal attendu pour permettre cette consommation. Il est clair que il n'y a pas forcément du sens à mettre en place des règles extrêmement dures d'accès à certaines applications si les données n'ont pas forcément une criticité plus importante que ça. Encore une fois, en Digital Workspace, on doit toujours penser aussi au confort et à l'expérience de l'utilisateur. Et donc cet accès conditionnel, eh bien, on va le faire généralement application par application, donc c'est ce dont je parlais. Ça demande un certain temps, hein, il y a un certain travail d'analyse à faire par rapport à ça. Et pour moi, c'est vraiment la deuxième étape. Puis après, comme ça, on va monter au fur et à mesure, aller de plus en plus loin finalement au cœur du data center et par exemple avoir recours à tout ce qui est Peur App VPN ou tunnel, donc la possibilité de pouvoir sécuriser très finement le lien entre une application donnée et le back-end avec lequel elle doit communiquer au sein du data center. Donc ça aussi, c'est quelque chose de très intéressant qu'on va relier aux deux autres concepts, puisque l'ouverture et la mise en œuvre de ce tunnel sera conditionnée, bien entendu, au niveau de conformité du terminal ou de l'utilisateur. Et justement, l'étape au-dessus, pour moi, c'est de s'attacher beaucoup plus au comportement de l'utilisateur et être capable finalement, au travers des informations que l'on a par rapport à la façon dont l'utilisateur va utiliser son terminal et accéder aux applications, être capable d'identifier le niveau de risque potentiel présenté par cet utilisateur. Alors sans forcément être tout de suite dans soit j'ai un utilisateur qui est OK puis l'utilisateur qui n'est pas OK par rapport à son usage. Non, on a tous des usages qui peuvent potentiellement être risqués. Et ce qui est intéressant, c'est justement de pouvoir dire bah voilà, à ce niveau-là tout est OK, je laisse passer l'utilisateur, à tel autre niveau, je commence à avoir un doute. Donc je vais peut-être renforcer par exemple la force d'authentification demandée. Et puis à un certain niveau, je vais quand même demander un peu plus de choses. Et par exemple, demander à l'utilisateur de retirer certaines applications qu'on estime être trop risquées de son terminal, ou encore lui demander d'aller voir certaines formations de sensibilisation à la sécurité. Une fois que cette formation a été passée, automatiquement redescendre le score de risque de cet utilisateur et donc affecter directement son accès aux applications. Donc c'est aussi de prendre en compte cette variable entre guillemets majeure qu'est le comportement de l'utilisateur. Et puis le Saint Graal quelque part du Zero Trust dans un cadre de Digital Workspace, c'est bien entendu tout ce qui va être la proactivité et l'automatisation. On a finalement toute une chaîne, tout un ensemble de composants qui nous nourrissent en permanence d'informations tout à fait pertinentes en termes de sécurité. Allons sur le cran supérieur et utilisons ces informations pour
proactivement et automatiquement prendre les bonnes actions, notamment en termes de remédiation. Et sans forcément attendre que l'administrateur ou le SOC prennent ce genre de décision. Donc là aussi, on a vraiment une problématique de temps de résolution ou temps de remédiation. Plus vite on remédie à quelque chose que l'on a identifié, moins on va être exposé forcément au risque. Et finalement, quand on voit tout ça, tout ce digital workspace et Zero Trust, on s'aperçoit qu'on a un niveau de sécurité qui, quelque part, va être équivalent, si ce n'est supérieur, à ce qu'on avait l'habitude d'utiliser en sécurité périmétrique. Alors, il y a dans notre préparation de cette interview, il y a une anecdote que vous m'avez relatée que j'ai trouvé très sympathique. C'est aussi, il y a un élément éducatif dans cette protection de la digital workspace. Alors, on n'est pas forcément obligé toujours de taper sur les doigts des utilisateurs. On peut aussi les récompenser quand ils réagissent bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter ça? Exactement, et ça revient sur ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'utilisateur, lui aussi, doit être sensibilisé, doit être conscient des risques qui sont autour de lui, alors sans forcément devenir paranoïaque, mais effectivement, une approche que je trouve très intéressante et qui a été mise en œuvre chez nous, c'est quelque part d'éduquer les utilisateurs à la vigilance en étant le plus proche du jeu. Et typiquement, ce que nous faisons, c'est que très régulièrement, on va envoyer des emails qui sont des emails de phishing à nos utilisateurs. Alors bien entendu, on a ce qu'il faut pour remonter ces mails et alerter le SOC. Et lorsqu'ils détectent et remontent un email de phishing entre guillemets de test, eh bien effectivement, ils vont gagner des points, ce qui permet de gamifier quelque part l'expérience par rapport à ça et d'apprendre au fur et à mesure et à se sensibiliser au fur et à mesure aux pièges que l'on peut rencontrer aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Un bel exemple de responsabilisation des utilisateurs, en plus avec de la gamification. Alors, est-ce que pour conclure, est-ce qu'on peut évoluer est-ce qu'on peut envisager une évolution de ce concept Zero Trust? Quelles sont les innovations auxquelles on peut s'attendre dans les mois et années qui viennent? Je pense que, et malheureusement, quelque part, ça fait écho à l'actualité très, très récente. Aujourd'hui, on parle beaucoup de Zero Trust dans la façon de venir consommer une application. Force est de constater qu'il va falloir pousser ce type de contexte beaucoup plus loin, travailler au niveau de l'infrastructure et travailler au niveau des applications elles-mêmes. Alors c'est quelque chose sur quoi VMware travaille d'ores et déjà au travers de ce qu'on appelle l'intrinsic security, c'est-à-dire cette possibilité à pouvoir mettre en œuvre tous les mécanismes de sécurité au niveau de l'infrastructure et vraiment quelque part fermer la boucle entre l'infrastructure et l'utilisateur. Et puis plus loin par rapport aux applications, c'est aussi faire l'effort nécessaire pour sécuriser le développement même des applications et éviter par exemple que cette application ne soit piratée alors même qu'elles sont encore en développement et que du code malicieux soit injecté dans ces applications. Et donc on voit bien que cette chaîne de confiance, on va devoir l'étendre jusqu'à la source qui est le développement de l'application. Et je pense que quelque part le concept de Zero Trust est tout à fait adapté à cette approche. Donc maintenant il faut vraiment qu'on l'élargisse. Ouais.